Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours autour de la table Laurent Vronsky, Stéphane Van Nuffel, j'en bafouille, Stéphane Van Nuffel, bien sûr, c'est trop d'émotions. Voilà. Et Antonin Bergeaud, meilleur jeune économiste 2025. On va, Antonin, on va commencer le nouveau thème avec vous. L'Europe peut-elle rattraper les États-Unis ? Il y avait une tribune dans les Échos cette semaine de Jean-Paul Landau, Jean-Pierre Landau, l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France, honoraire, qui expliquait qu'on avait perdu 25% de pouvoir d'achat par rapport aux Américains en quelques années. Antonin, vous avez commis une tribune dans Le Monde il y a quelques jours avec Philippe Aghion, Gilles Berset et Xavier Jaravel, que des invités réguliers, des experts, pour expliquer que le décrochage européen est d'abord un problème de productivité. On en a un peu parlé pour la France, juste avant la coupure pub. On a le même problème au niveau européen. Je vous pose la question, est-ce qu'on pourra rattraper les États-Unis ? Oui, alors juste peut-être un petit mot sur la tribune et la raison pour laquelle on l'a écrite. En fait, il y a dans les discours qu'on entend ci et là une musique qui revient de plus en plus, qui consistera à dire qu'en fait, il n'y a pas de décrochage européen, ou français d'ailleurs, parce que le niveau de vie français, européen est au même niveau que celui des Américains, les prix ayant tellement augmenté aux États-Unis que en fait, les salaires et le PIB augmentent, mais ils compensent à peine la hausse du coût de la vie. Oui. Donc, pour le dire très clairement, c'est le discours qui est tenu par Gabriel Zucman, on en parlait déjà tout à l'heure. Effectivement, mais dans son sillage, il y a d'autres économistes qui disent la même chose. Oui. Y compris d'ailleurs Paul Krugman, qui est un autre prix Nobel d'économie. Donc c'est des voix qui portent. Oui. Et bon, alors c'est un débat technique compliqué qui à mon avis, qui n'aurait pas dû sortir des cercles académiques, parce que c'est vraiment des questions de mesure un petit peu techniques embêtantes. En deux mots, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué de comparer un PIB par habitant ou une productivité au niveau d'un pays entre deux zones qui n'utilisent pas la même monnaie et qui sont dans deux systèmes différents. Et vous pouvez faire plein d'hypothèses qui vous donnent des chiffres qui peuvent être dans un sens ou dans l'autre. Alors, on corrige des devises, non, j'imagine, oui, quand mais on fait vous voyez, ce genre de comparatif. Aux États-Unis, vous vous rendez bien compte qu'une fois, même quand vous avez converti vos euros en dollars, vous n'avez pas le même pouvoir d'achat. Les prix sont plus élevés et ce n'est pas capturé par le taux de change. Ce qui est robuste, et ce qu'on sait avec une certitude très élevée, c'est que la tendance, et c'est ça qui compte, depuis 1990, elle est très en défaveur de l'Europe. Pour le dire depuis 1990. Voilà, depuis 1990, on était à peu près sur une tendance similaire dans les années 80, à peu près au même niveau de productivité et de PIB par habitant un petit peu en dessous parce qu'on travaille moins. Donc on a forcément une petite pénalité qui se paye sur le PIB par habitant, mais une productivité similaire. Et depuis 90, tout doucement, on décroche par rapport aux États-Unis. Ça s'est accéléré depuis 2009 et ça s'est encore accéléré depuis 2020. Et pour donner un chiffre qui, lui, pour le coup, ne fait pas débat, j'espère en tout cas, si on avait suivi la trajectoire de productivité américaine depuis 90 en France, on aurait aujourd'hui 400 milliards de PIB en plus, c'était à peu près 200 milliards de rentrées fiscales chaque année en plus. On n'aurait pas de questions aujourd'hui. En France, oui, parce que je veux dire, au niveau européen, c'est pas tant que ça, parce que le PIB est à peu près de 20 000 milliards. En France. 400 milliards, je rappelle que le PIB français est aujourd'hui d'environ 3 000 milliards. C'est 15%. Donc évidemment, ça se paye. Ça explique une partie des débats qu'on a, que ce soit sur la dette, sur le budget, sur les retraites. Voilà, toutes ces choses, on les ramène assez rapidement au fait que la productivité n'avance pas assez vite. On sera en excédent budgétaire avec 200 milliards de recettes supplémentaires. On pourrait financer l'effort militaire. On pourrait financer, exactement, sans trop de problèmes. Et plein d'autres choses. Donc maintenant, la question de savoir ce qu'on peut faire, parce que ce qu'on voit pour la France, c'est vrai au niveau européen. Évidemment, il y a des petits pays qui s'en sortent un peu différemment. Il y a finalement ce décrochage, il peut être attribué à des problèmes dans notre économie qu'on identifie assez bien, et notamment pour moi trois fuites qui pénalisent. Alors je vais aller assez vite. Il y a une première qui a été évoquée, c'est qu'on perd beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de talents qui partent pour des raisons qu'on peut parfois comprendre, parfois ils reviennent, mais souvent ils ne reviennent pas. Et donc vous avez beau investir dans l'éducation, vous avez beau investir dans des aides aux entreprises pour créer des startups, créer des entreprises innovantes, assez souvent, et notamment pour les entreprises, assez souvent au bout de 5-10 ans, elles partent parce que les financements sont plus faciles à trouver aux États-Unis, les perspectives de carrière pour les ingénieurs sont supérieures, les salaires sont supérieurs. On a souvent dit que la France était un paradis pour entrepreneurs, mais qu'effectivement, sur
Le segment du scale-up, c'est-à-dire quand elle doit grossir, les capitaux sont aux États-Unis, effectivement, et pas en Europe. À peu près à 10 ans. On a beaucoup de mal à trouver des financements privés pour prendre le relais de BPI France et autres guichets. Alors qu'on a beaucoup d'épargne en Europe. Alors qu'on a beaucoup d'épargne. Cette épargne, elle ne va pas assez vers l'innovation, c'est notre deuxième problématique. Et la troisième problématique, c'est on a des chercheurs qui continuent à produire de la recherche influente, y compris appliquée. Et on peut voir, si on trace un peu ce que devient cette recherche qui est produite en Europe, elle va fréquemment aux États-Unis et en Chine, récupérée par des ingénieurs et des entreprises là-bas pour aller faire de la technologie, qui est vendue ensuite dans le monde entier. Donc, ce qu'on n'est pas capable de faire en Europe. On ne le fait pas assez. On a ce savoir, on a encore de la science, en tout cas on décroche plus doucement sur la science que sur la technologie. On n'arrive pas assez à mettre les entreprises et les universités, les laboratoires ensemble, on n'arrive pas assez à sortir les chercheurs des universités. Il faut multiplier les saclets. Et finalement, ces 3 fuites, elles sont réglables. Et surtout la dernière, on a encore du coup de l'épargne, on a des idées, on a des ingénieurs qui sont suffisamment bons parce qu'ils sont recrutés par les meilleures entreprises américaines. Donc finalement, on ne part pas de zéro. Il faut qu'on mette en place un certain nombre de dispositifs pour retenir les gens, pour les convaincre d'innover longtemps en France. C'est ça qu'on a envie d'entendre, Antonin. C'est-à-dire qu'on vous faites le constat là, très clair, lucide, éclairé, c'est limpide. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité pour inverser cette tendance délétère? Il n'y a pas une solution magique, il y a un ensemble de politiques. Je dis pas une. Mais... Il faut, à mon avis, les 2 choses les plus importantes à faire, c'est de faire en sorte que les financements soient là, les financements privés soient là pour prendre le relais des financements essentiellement publics qui créent effectivement un écosystème très favorable pour les très très jeunes entreprises, mais qui ensuite disparaît. On a de l'épargne. On a une épargne qui ne va pas beaucoup vers l'innovation parce que, d'une part, elle est beaucoup sur les assurances-vie qui financent la dette, donc il y a une certaine utilité, mais qui est là parce que les consommateurs européens sont relativement averses au risque, à mon avis en partie parce qu'on n'explique pas assez ce que ça veut dire prendre un risque, ce que ça veut dire financer l'économie réelle. Et compte tenu... peut-être une question de règles prudentielles aussi. Oui, on a dans l'assurance, dans la banque. On a des marchés de capitaux qui sont plus contraints en Europe. On a plein de bourses différentes. On n'a pas un marché liquide comme aux États-Unis, mais même sans aller vers l'union des marchés de capitaux, même sans faire les choses compliquées, juste avec l'épargne qui est en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, on pourrait faire des choses. Plutôt que de la mettre sur des livrets A et de l'assurance vie, on pourrait en prendre une partie, essayer de financer l'innovation. Je pense que les gens pourraient être sensibles à l'idée que, par exemple, pour financer l'effort d'un réarmement, on a besoin de capitaux privés qui créent des livrets qui vont dans ce sens. Dès que de telles initiatives sont mises en œuvre, en général, c'est des livrets qui sont assez populaires. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie de pédagogie. Ça a été fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, effectivement, on a lancé... Et ensuite, pour les idées, là, c'est vraiment très frustrant parce que ces idées qui fuient vers les États-Unis et la Chine, c'est quand même quelque chose qui, normalement, devrait avoir un impact avant tout localement en Europe. Ouais. Donc là, il faut réussir à faire des politiques pour convaincre, pour inciter les chercheurs et les entreprises à collaborer davantage. Amen. Laurent? Alors, écoutez, moi j'ai une idée très très précise sur la question. Okay, je vais prendre une image, je n'ai pas votre talent, mais les entreprises et les entrepreneurs, c'est une ruche. Alors, c'est pas compliqué. Vous allez face à une ruche, puis vous allez mettre 2 assiettes. Vous allez mettre une assiette où vous avez du chocolat, et vous allez mettre une assiette où vous avez du vinaigre. À votre avis, les abeilles, elles vont aller où? C'est exactement ce qui se passe. Regardez le discours américain qui fait tout. C'est pas simplement depuis M. Trump. Ça a commencé même au niveau d'Obama. Tout est fait pour attirer les talents et les entreprises. Ça sera plus facile pour vous, vous aurez des financements, vous paierez moins d'impôts, on va vous trouver des locaux, etc., etc. Vous qui êtes universitaire, moi j'ai fait mes études aux États-Unis, dans les labos de recherche, il n'y a quasiment pas un Américain. Bon, donc ça c'est ce que les Américains font très bien. Et en Europe, et particulièrement en France, regardez le débat actuel parlementaire qui est pathétique, où on ne vous parle que de taxes, il faut punir les riches, il faut fiscaliser encore plus les entreprises. Je veux dire que, donc ça, c'est l'assiette où il y a du vinaigre. Donc si vous créez un environnement qui donne envie aux gens de prendre des risques, de se lancer, je crois qu'il n'y a pas besoin de sortir, excusez-moi, je vais faire une petite blague, pas besoin de sortir d'HEC. Donc je pense que l'Europe, qui s'est singularisée en produisant de l'environnement normatif, du papier, en voulant absolument être à la pointe de tout pour réguler, a contribué à décourager les petites abeilles qui vont naturellement se diriger vers l'assiette de chocolat. Et les Chinois ont très bien compris ça, sauf qu'ils le font de manière moins flamboyante que les États-Unis. C'est aussi simple que ça.
L'Europe, elle est un peu en train de réagir, Stéphane Van Nuffel, quand même. On a des textes qui sont là maintenant, qu'on attend pour simplifier. C'est les fameux omnibus. Une dizaine de textes doivent arriver. Le 29 janvier, là, à la fin du mois, on doit avoir un texte pour, j'ai oublié le nom exact, mais pour développer l'industrie européenne, pour libérer l'outil industriel avec cette préférence européenne qu'on attend. Être libre. Enfin, mais bientôt, cher Laurent, les choses bougent. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper les trains américains un jour ou pas? J'allais vous donner 3 pistes. Programme 2027, c'est foutu, donc 2032. On veut des propositions. Non mais 3 pistes, elles ne sont pas dans l'ordre. Je vais les donner dans l'ordre parce que ma partie à moi, c'est l'investissement. Oui. Je souscris évidemment à ce qui est dit. Il existe aujourd'hui énormément de véhicules qui fonctionnent privés. Le capital risque, donc non coté, oui. Le private equity a le vent en poupe auprès de nos clients sur des secteurs d'infrastructure, de sécurité, de santé. Donc les Français, ils ont envie d'investir. Bon, le problème de l'investissement en France, c'est que là, en ce moment en particulier, mais ça a toujours été le cas, mais alors là, en ce moment, c'est qu'il y a le coup de marteau fiscal qui les attend. Donc en fait, là, l'incitation à l'investissement, elle n'existe pas. Et ça, c'est franco-français. Nos voisins n'ont pas le même sujet. Et on ne parle pas de la Chine, du Brésil ou des États-Unis. On parle de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie. C'est-à-dire on parle de pays qui, en ce moment, sont en train de nous montrer que, finalement, ce modèle libéral qu'on peut critiquer, il est utile à un moment donné pour libérer l'investissement. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Deuxième point. L'européanisation, mais dans le bon sens et une bonne fois pour toutes. Accepter de ne plus faire des choses franco-françaises. Nous avons besoin de l'Europe, comme l'Europe a besoin de la France. Nous ne pourrons pas nous battre, nous ne pouvons plus nous battre contre la Chine, les États-Unis ou les BRICS à la hauteur de la taille de la France. On ne peut plus. Alors est-ce qu'il faut être 27 ou est-ce qu'il faut juste se réunir avec les quelques pays européens qui fonctionnent? L'européanisation est très importante. Mais alors attention, il y a plein de bons sentiments. Oui. Et puis en face, là je reviens sur mon secteur, vous avez la RIS, qui est une règle d'investissement sur l'utilité de l'investissement, la transparence de l'investissement, qui remet une couche sur les banques, sur les sociétés de gestion, sur les CGP comme moi, où là on repart dans un truc où pour mettre 1 euro, il faut prouver une traçabilité qui n'existe absolument pas aux États-Unis, et alors en Asie encore moins. Et le troisième point, et c'est ce qu'a dit Laurent, c'est le plus important, c'est est-ce qu'on va se décider enfin en Europe et en France à mettre, je défends ma crèmerie, un peu le chef d'entreprise, je ne veux pas dire dans une hiérarchie d'importance dans une société, mais est-ce qu'on va enfin le remercier? Et est-ce qu'on va arrêter enfin cette guerre entre le capital et le travail? On va se dire qu'on a tous intérêt à entreprendre. Donc je reviens sur mes vieilles marottes. Vous aviez un économiste il y a quasiment 100 ans, Schumpeter, qu'on peut évidemment remettre en question parce que ce n'est pas la même époque, qui mettait l'entrepreneur, l'innovation, la fameuse création destructrice ou destruction créatrice, on l'entend comme on veut. Et là, on a la preuve que nous ne sommes pas capables, et c'était un Européen, nous ne sommes pas capables, avec les moyens de l'Europe, d'aller nous battre contre la Chine ou les États-Unis alors qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, je le redis, on investit, on s'européanise et on met en haut de la pyramide l'effort. Et on dit bravo à ceux qui créent, parce que c'est exactement ce que font les États-Unis depuis toujours. Depuis la création des États-Unis. Et là, on le voit bien. On a tout ce qu'il faut en Europe, Antonin Bergeaud. Peut-être ce qui manque, c'est une gouvernance un peu plus efficace. C'est compliqué d'avancer vite aujourd'hui quand on est 27 États membres. C'est sûr qu'on a un système qui est assez complexe et qui facilite pas la fluidité de cette prises de décision. D'ailleurs, en termes d'efforts, l'Europe dépense beaucoup en recherche et développement. La France, notamment, dépense beaucoup d'argent public en recherche et développement, en soutien à l'innovation, crédit d'impôt recherche, BPI France, ça, c'est beaucoup d'argent public. Il n'y a pas tellement, on compare aux États-Unis, c'est à peu près le même niveau, il n'y a pas tellement de déficit d'efforts publics dans l'innovation. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est comment il est utilisé. Et surtout, le contexte. Comment on a mis en place une espèce de complexité administrative, régulatoire qui vient d'être évoquée, qui fait que cet argent public et ces aides publiques, elles n'ont pas d'effet finalement multiplicateur, en tout cas pas au niveau de ce qu'elles ont dans certains pays européens. Est-ce que ça vient aussi du fait qu'on finance beaucoup de la recherche fondamentale, peut-être davantage que de la recherche appliquée? Je pense pas, je pense que ça vient... En économie, vous voulez dire, par exemple, Raphaël? D'autres sujets. C'est plus l'économie. Non,
Non, je pense pas. Je pense que le problème qu'on a, c'est ce qui vient d'être évoqué. C'est-à-dire que lorsque vous voulez lancer des projets ambitieux, vous avez énormément de régulations qui vous tombent dessus dès que vous devenez un peu grand. Oui. Vous avez des obligations de reporting qui sont bien supérieures à ce qu'il y a aux États-Unis et qui sont l'émanation aussi d'une Europe qui se veut très protectrice des consommateurs. Ben oui, principe de précaution inscrit dans la Constitution française. Ça vient pas de nulle part, mais oui. C'est vrai que si on veut changer ça, il faut, à mon avis, qu'on ait vraiment une réflexion et éventuellement peut-être d'autres traités pour réfléchir à quel est le rôle de l'Europe. Est-ce que le rôle de l'Europe, c'est d'être la zone qui protège le plus les consommateurs ? Et dans ce cas-là, on fait bien les choses, mais on ne peut pas avoir ça d'un côté et d'un autre côté espérer avoir l'investissement privé en innovation qu'on voit en Chine, enfin aux États-Unis notamment. La régulation n'est pas une mauvaise chose, attention, il faut surveiller ce qu'on fait. Oui. Surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Faut quand même... Laurent, un dernier mot ? Écoutez, moi je vais résumer en un seul mot, je ne peux pas être plus concis, je pense que c'est simplicité. Je veux dire, il y a quand même, si on prend un peu de recul, je veux dire, quels que soient nos secteurs d'activité, c'est quand même étonnant de voir à quel point tout est devenu compliqué. Bon. Et moi, je pense que c'est directement corrélé avec le nombre de fonctionnaires qui pondent des lois, ceux d'à côté qui contrôlent ceux qui les ont pondues. Je veux dire, il faut que tous ces gens-là aussi justifient de leur existence. Mais tout est devenu compliqué. Vous ne savez même pas changer une fenêtre dans une maison sans avoir les permis, les normes, les trucs, les machins, les bidules. Bon. Et ça, je crois que ça a un impact direct sur le moral des gens, ceux qui veulent entreprendre. Mais tout le monde peut entreprendre. Il n'y a pas besoin d'être LVMH. Et aujourd'hui, tout est... ultra régulé, ultra compliqué, donc vous avez beaucoup de gens, si vous voulez, qui se recroquevillent. Maintenant, on parle des consommateurs. C'est bien de protéger les consommateurs, mais pour qu'ils consomment, il faut qu'ils aient de l'argent. Et pour qu'ils aient de l'argent, cet argent vient d'où ? Fait payer les riches. Oui, mais seulement les riches, une fois qu'on les a dépouillés, il reste plus grand-chose. Donc, pour que ces gens-là puissent dépenser, eh bien, il faut qu'ils aient un travail, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Vous savez, il y a un truc très intéressant. Henry Ford... ça ne remonte pas à hier. Henry Ford payait ses ouvriers le double des prix du marché. Henry Ford était loin d'être un illuminé. Bon. Et encore loin d'être un dogmatique comme ceux auxquels nous avons droit en France. Et on lui a posé la question. Et il a dit, mais pourquoi est-ce que je les paye le double ? Parce que ce seront les premiers clients de Ford, ce seront les premiers qui achèteront le voiture. Voilà, ça c'est intelligent. Ils ne peuvent plus payer les voitures électriques qu'ils produisent. C'est simple, c'est pragmatique, c'est intelligent. Donc plutôt que de produire du dogme, de faire des grandes leçons de choses, la justice par-ci, l'égalité par-là, etc., il faut s'orienter vers du pragmatisme et de la simplicité. Et là, on va libérer tout ce que vous avez évoqué, les forces de l'entrepreneuriat, l'épargne, etc., etc. Mais je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'on essaye de faire comme si les règles économiques n'existaient pas. Ce que vous dites, c'est du bon sens. Et on décide de faire comme si, et je pense même au niveau européen, on se dit on va faire des règles, on va protéger l'environnement, le consommateur. Sur l'IA, on va faire en sorte que tout soit très protégé, ce qui est toujours par un bon sentiment. Mais on fait comme si on ignore l'impact que ça a sur la croissance. Et on ignore le fait que cet impact sur la croissance fait qu'on ne peut plus financer ce que nous demande. Malheureusement, Antonin, ça parle à l'opinion publique. Et je pense qu'il est un peu là aussi, un peu le problème. Les réglementations et la régulation, ce n'est pas juste des fonctionnaires européens qui ont décidé. Non. C'est qu'à un moment donné, les gens aussi... Il y a une demande. Accidents, les Américains ont ce goût du risque qu'on n'a pas quand même. Il y a une demande. Il y a aussi un problème d'ordre de grandeur. Dès qu'il se passe quelque chose, ça prend des ampleurs... Et je pense qu'on sous-estime ce que 1% de croissance génère comme valeur chaque année. Absolument, tout à fait. On pense que taxer, redistribuer, ça va être équivalent. En fait, pas du tout. 1% de croissance sur 20 ans, c'est 200 milliards de plus par an. Bon. Donc c'est pas... Objectif, 2% de croissance, on double en France. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Mais je le redis, Raphaël, si on est positif, 1% de croissance dans le contexte actuel, c'est pas... C'est quand même bien. Oui, mais croissance à crédit. Mais c'est vrai que c'est mieux que l'Allemagne, par exemple. Les Allemands sortent de 2 années de récession et pour faire un peu de croissance, ils ont dû mettre des milliards sur le tapis. Ils vont mettre beaucoup sur la table. Donc, absolument. C'est bien quand même. La croissance, on va partir aux États-Unis pour parler de croissance. C'est le dernier thème de l'émission. La croissance en K, cette fameuse K-shaped economy dont on parle beaucoup et tout le monde n'est pas forcément familier avec ce terme. C'est l'opinion qui pose cette question intéressante ce matin. Donald Trump survivra-t-il à l'économie en K ? On a le meilleur jeune économiste de France autour de la table. Antonin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la K-shaped economy ? Vous avez 2 heures. Alors, je dois reconnaître que j'ai
pratiquement toutes les lettres de l'alphabet sont passées dans les courbes. Donc là, le K, je le connais. C'est une grande passion des économistes. Voilà. On a vraiment toutes les lettres. Mais le K, il faut quand même être un peu créatif. Donc c'est effectivement cette idée que vous avez une santé économique qui va être très hétérogène. Vous allez avoir une partie de la population qui va vers le haut, donc c'est la branche du K qui part vers le haut, et puis une majorité de population qui va vers le bas. Est-ce que c'est ce qu'on constate aux États-Unis ? Grosso modo, ça veut dire qu'il y a une minorité qui s'enrichit énormément, mais que le reste de la population décline. Est-ce que c'est ce qu'on constate aux États-Unis ? En fait, on constate ça en grande partie parce que aux États-Unis, ce qui a généré énormément de revenus, c'est le rendement très important du cours d'action. Oui. Et vous avez une minorité de la population qui détient, alors selon les estimations, 80-90. 10% des Américains les plus riches détiennent environ 87% de la richesse boursière, alors que les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 1%, écrit l'Opinion, Muriel Motte ce matin dans l'Opinion. Voilà. Ce qui est sans doute pas quelque chose qui doit être extrêmement différent dans d'autres pays, mais ce qui est peut-être différent aux États-Unis, c'est que la bourse a eu un tel rendement qu'effectivement vous avez un enrichissement très net de ces 10% les plus riches. Et de l'autre côté, vous avez quand même aux États-Unis, même si les salaires augmentent plus rapidement qu'en Europe, vous avez une grosse partie de la population qui n'est pas en emploi. Oui. En plus, le taux d'emploi est plus bas qu'en Europe, même si les gens travaillent plus en moyenne, mais enfin le taux d'emploi baisse. Et vous avez donc des salaires qui augmentent bien moins vite que le rendement du capital. Donc le problème de cette courbe en K, c'est que finalement, elle peut s'inverser assez vite parce que vous avez finalement une toute petite partie de la population qui bénéficie d'une espèce d'euphorie des marchés boursiers et dopée par l'investissement, notamment dans l'IA. Ça peut s'arrêter. On parle souvent de bulles de l'IA, de crack boursier qui pourrait arriver. Et le jour où ça se retourne, effectivement, vous allez avoir une espèce d'effet boule de neige parce que les 90% de la population qui n'en bénéficiait pas vont être rejoints par les autres. Et potentiellement se retourner contre Trump. Donc je pense que c'est pas étonnant que la politique de Donald Trump soit vraiment très attentive à essayer de faire en sorte que le cours des actions continue. Ça devient un problème politique pour Donald Trump. Hein. On approche des midterms, ce sera l'année prochaine. Il y a le sujet du pouvoir d'achat et de l'inflation revient en force aux États-Unis, Laurent Wronski. Pays que vous connaissez bien. Si on parle de lettres, il faut l'économie en V. V, je connais un peu, avec les 2 points, vous voyez, qui vont vers le haut. Pour moi, ce que j'observe simplement, c'est que tous les pays où vous avez, en clair, l'airbag constitue la classe moyenne et que cet airbag a disparu, devient un pays à risque. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment avoir cette classe moyenne qui soit la plus large possible. C'est ça qui est garant d'une croissance pérenne et aussi qui nous prémunit contre des extrémismes politiques et de la violence. Et c'est là où je pense que les États-Unis, que j'ai bien connus, je trouve, se polarisent énormément. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant venant de la première puissance mondiale. Donc, il y a une leçon à tirer, c'est comment faire pour éviter ça. Alors, on a des gens chez nous qui ont des solutions très politiques et très dogmatiques. C'est vraiment pas la bonne solution. Là, l'idée, c'est évidemment ce que tout le monde connaît. C'est pas que c'est d'arriver à ce que tout le monde puisse avoir un emploi, un toit au-dessus de sa tête, etc., etc. C'est ça la question. Stéphane. D'abord, cette courbe en K, elle est très marrante et c'est une certaine cible d'économistes qui s'intéressent à ça. Je vais vous faire un aveu, ça existe depuis l'aube des temps, parce que mondialement, il y a toujours eu des pays qui montent vers le haut. Non, mais il y a des pays qui vont vers le haut, ils sont jamais très nombreux, puis il y a des pays qui vont vers le bas, c'est la grande majorité. Donc c'est une courbe qui finalement est vérifiable sur plein de périodes, dans plein de secteurs. Mais là, on a besoin. Encore une fois, alors nous, on va se repaître de ça en France. Vous vous rendez compte, le décile des Américains qui ont 80% de la richesse, qui représente au passage plus de 50% de la consommation. Non, mais économiquement, c'est un vrai sujet. Raphaël, le chef économiste de Moody's l'an dernier rappelle les 10% des Américains les plus riches ont représenté 49% de la consommation totale, qui elle-même assure 70% du PIB des emplois du pays. Non, mais déjà, vous vous rendez compte, la lecture n'est plus la même si on le dit comme ça. Là, déjà, on est en train de se dire, il y a peut-être quand même une utilité. Alors, il tire l'économie de gens riches. Bon, et puis figurez-vous qu'il y a une spécificité sur les États-Unis. Je parle sous le contrôle d'Antonin. C'est que la grande majorité, je pense, que c'est 75% des gens qu'on va considérer comme ce décile riche qui se sont très enrichis. Leur fortune et eux-mêmes n'existaient pas à ma naissance. Parce que ces grandes entreprises qui aujourd'hui font la grande croissance des États-Unis, c'est plus Ford dont parlait Laurent. Ce sont des entreprises qui n'existaient pas dans les années 70 et les années 80. Donc on revient sur le débat juste avant. Ça n'est pas grave qu'il y ait une courbe comme ça, parce que le monde, il fonctionne comme ça. La seule différence, et c'est ce que disait Laurent très justement, c'est que cette polarisation, elle donne plus l'envie à ceux qui sont plutôt dans cette courbe descendante du K. D'être dans la courbe ascendante. Et tant qu'en Europe, ça a toujours été comme ça, on ne s'inquiétait pas. Là, les Américains, ils perdent un peu cette envie
de rentrer dans le club de ceux qui réussissent. Et c'est ça qui est peut-être plus inquiétant, parce que le moindre accident économique sur les salaires, sur l'emploi, donc la courbe en bas, ou sur les cours de bourse, la courbe en haut, pourrait mettre à plat l'économie américaine et donc l'économie mondiale. Donc, ce qui est intéressant, c'est psychologique un peu. Antonin, moi je voudrais votre commentaire sur ces graphiques qu'on voit là à l'écran. Vous pouvez nous voir sur bfmbusiness.fr en direct. C'est le poids de l'IA, effectivement, dans l'économie et dans la croissance des marchés. En vert, vous avez la performance, la croissance du bénéfice par action avec les 7 magnifiques, ce qu'on appelle les 7 Magnificent. Et puis à droite, en violet, le S&P 500 sans les GAFA, pour faire simple. Pas que l'IA. Est-ce que c'est pas que l'IA, les GAFA, absolument. C'est vrai aussi. Sans la tech de manière générale. Microsoft. Est-ce que c'est le signe d'une économie, je veux dire, en bonne santé, dopée à une croissance pérenne, ou est-ce qu'on n'est pas dans des déséquilibres majeurs? Je suis d'accord que c'est pas que l'IA. Il y a en fait, le risque de dire c'est que l'IA, c'est que derrière il y a l'idée que le secteur de la tech en général. Voilà. Mais il y a beaucoup de vraies valeurs. Enfin, si on enlève les 7 plus grandes entreprises de chaque pays, évidemment le cours. Parce que l'investissement hors IA, on voit cette courbe là aussi très intéressante. L'investissement lié à l'IA, c'est plus 16% aux États-Unis. Hors IA, on est à -3 en réalité. Oui, c'est certain qu'aux États-Unis, vous avez un surinvestissement dans la chaîne de valeur de l'IA, notamment dans les data centers, qui fait qu'il y a une diversion de l'investissement vers ces secteurs-là, mais qui a un choix très assumé de vouloir être le leader dans ces technologies. Et évidemment, ça passe par une réallocation des facteurs de production qui donne ce genre de courbe. Maintenant, savoir si c'est soutenable ou pas, je pense que la question, c'est surtout de savoir si ces 7 entreprises qui font la plupart des retours du marché américain sont vraiment en train d'investir sur des choses qui vont avoir aucun rendement futur. Oui, dans le nouveau clairement, monde. c'est des entreprises qui sont solides, qui font aussi du hardware, qui font aussi tout un tas de choses. Et qui ne vont pas disparaître demain, même si la bulle explose. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 3, Stéphane Van Nuffel, Antonin Bergeaud et Laurent Vronsky, pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business, bien évidemment.